La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. e-souvenir vous présente Fidel Castro, symbole de souveraineté nationale et de lutte contre l'ingérence étrangère. Ça veut dire que Fidel, c'est une figure emblématique. Vous avez évoqué les mots complexes, mais je dirais que c'est un exemple, c'est un leader. Alors, si on se focalise dans le mot leader, ça peut exprimer et expliquer tout son parcours, toutes ses actions, toutes les choses que le monde entier a bien compris ses actions fidèles depuis qu'il est jeune. Il a bien compris que le monde était en train de vivre des moments d'injustice, d'oppression. Il était avocat en formation. Alors, un avocat, c'est pour défendre et pour donner vitalité à la justice. Alors, c'est ça son rôle. Il a été un avocat depuis le début. Il a été contre tout type d'oppression, des injustices. Et bien sûr, il a fait une révolution à Cuba. Mais des fois, il y a la notion de que faire une révolution commence quand les choses commencent. Il y a la chute de quelque chose, on commence. Mais nous, les Cubains, nous sommes conscients que la révolution commence même avant. Dès que tu identifies les problèmes, dès que tu as identifié ça ne va pas, ça commence la révolution parce qu'il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Fidel, depuis l'année 1953, ils ont fait avec un groupe de jeunes les assauts au caserne Moncada, qu'on appelle Quartel Moncada. Ils voulaient finir avec la dictature qu'il avait à Cuba. Vous voyez, la révolution a triomphé le 1er janvier 1959. Mais même avant 1953, ils ont fait une action militaire pour finir avec la dictature. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Ça n'a pas abouti, mais ça montrait qu'il y avait une volonté populaire pour changer les choses. En rappelant ça, en revenant à l'histoire, on peut dire que la révolution était pour le peuple, faite par le peuple et en bénéfice du peuple. Fidel a été un leader accompagné par son peuple. Et ça a été pas seulement dans la géographie de Cuba. Nous connaissons très bien qu'il a dépassé les frontières cubaines. Il est une figure internationale, mondiale. Et l'Afrique, c'est la preuve de cette action de Fidel Castro. Même dans ce livre que j'ai ici, 100 horas con Fidel, écrit par le fameux écrivain Ignacio Ramonet, et ça retrace des conversations 100 heures d'échanges avec Fidel. Ça a été édité, réédité, beaucoup d'éditions. Il y a un chapitre numéro 15, qui s'appelle Cuba et l'Afrique. Alors après, on pourrait revenir sur cette question. La défense de la souveraineté, l'égalité, l'inclusion de tous les êtres humains, la défense des droits humains, et être révolutionnaire par pensée, par esprit et par des actions.
Et c'est pas, être révolutionnaire, c'est pas de prendre les armes et aller en combat, sinon il faut avoir une pensée révolutionnaire. Et, et après, je souhaiterais partager avec vous, je vais revenir sur le mot révolution, parce que Fidel est très avancé, il a fait une définition de révolution le 1er mai l'année 2000, que c'est ça, ce sont les choses qu'on doit faire, politiciens, jeunesse et acteurs culturels. Qu'est-ce que c'est être un révolutionnaire? Et ce sont un peu les patrimoines que Fidel a pu laisser, les légués que Fidel a pu laisser au sud global. Et bien sûr, il y a des aspects concrets, parce que Cuba a fait partie de différents... il a aidé, nous avons aidé aux différents pays pour le mouvement de libération. À sollicitude, il faut toujours remarquer, à sollicitude du gouvernement et des autorités de ces pays dans ce moment historique. Mais il y a la phrase que Cuba envoie des médecins ou des soldats habillés en blanc, pas des militaires, parce que nous tenons à la santé, à l'éducation, au bien-être des peuples. D'accord. Je reviens toujours pour vous inviter à reprendre la lecture sur ce livre. J'ai des autres éditions, mais celle-ci me paraît très bien. Même nous, dans l'Afrique, nous avons été présents. Les gens connaissent plus la présence de Cuba en Angola, en Namibie, l'Afrique du Sud, la bonne relation avec tous ces pays. Ici, dans l'Afrique de l'Ouest, région où nous sommes basés, en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, et pas mal d'autres pays, mais toujours en veillant pour le développement du peuple. On connaît très bien les missions, comme on dit ici, les missions médicales cubaines. Nos médecins vont là où les autres médecins ne veulent pas aller. Les endroits plus reculés du pays, ils sont là-bas pour donner la santé, pour apporter leur savoir-faire et partager avec les professionnels de chaque pays, parce que c'est une relation de coopération, mais de partage de savoir-faire de chaque nation et des professionnels. Dans le même sens, on a contribué à la formation de beaucoup de milliers de jeunes africains dans différents secteurs de la science. À Cuba, il y a une école latino-américaine de médecine qui accueille pas seulement des latino-américains, mais c'est international. On a beaucoup de jeunes dans différents domaines agriculture. Au début, dans les années 1970, années 1980, et il y avait des formations dans l'agriculture, de matières techniques, hydraulique, beaucoup dans la construction, se sont formés à Cuba. Et après, ils sont revenus à leurs respectifs pays pour contribuer au développement de chaque nation. Alors, ça, c'était l'idée de Fidel Castro, la capacité médicale et les bienfaits de Cuba, et pas seulement pour soigner, sinon pour la production aussi des médicaments, malgré les difficultés auxquelles on fait face à cause de blocus. Les blocus, on peut dire blocus génocidaires, imposés par les États-Unis pour plus de 60 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire sans savoir lire et écrire? Qu'est-ce qu'on peut faire sans être en bonne santé? Rien. Tu es un être humain, mais sans avoir une notion de la vie,
sans pouvoir même respirer ou te soigner. Alors, ce sont des aspects, des droits même humains, mais ce sont des aspects basiques pour un être humain. Alors, depuis le début, et même avant de gagner la révolution, de triomphe de la révolution, et le leadership cubain, je parle de Fidel Castro, mais les gouvernements, les présidences qui ont pris la relais, on est conscient de que l'éducation et la santé, ce sont des droits et ça appartient au peuple. Alors, à Cuba, l'éducation, c'est gratuit. Jusqu'à l'université. Les gens ne payent pas l'université. La santé, c'est gratuit. Tu peux aller dans une consultation médicale et c'est gratuit. Et les médicaments, tu les achètes aux pharmacies subventionnées. Ça veut dire un coût moins cher. Alors, est-ce que c'est pas ça une révolution? Et malgré tous les défis, tous les obstacles, tout, je vous dis, les blocus, c'est chaque jour, ça s'aggrave. Chaque jour, c'est vraiment, c'est destiné à asphyxier l'économie et la vie du peuple et à endommager un peu le bien-être du peuple. Que c'est ça qu'on veut. Chaque gouvernement, chaque leader veille pour le bien-être de son peuple. Alors, en politique étrangère, s'impose et empêche le développement de ce bien-être. Mais nous avons su garder et sauvegarder l'éducation gratuite et presque obligatoire parce qu'aucun enfant peut être dans la rue. Ils doivent aller à l'école. Il y a tout un système social qui veille pour ça. Que les enfants aillent à l'école, que les parents s'en occupent, même il y a un code de la famille qui veille pour ça aussi. Alors, et la santé. Et la santé. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas gardé ces acquis pour nous, on a partagé ça. Il y a des brigades médicales, il y a des brigades éducatives, même ici en Afrique. Il y a un programme pour combattre l'analphabétisme. Écoute-moi bien, je vous dis. Il y a un programme créé pour des experts cubains, validé par l'UNESCO, qui compte avec la reconnaissance et des prix UNESCO à 3 reprises, que c'est pour combattre l'analphabétisme. Ça s'appelle en espagnol Yo sí puedo. Oui, je peux. Et ça a une capacité très particulière que ça peut être adapté en langue locale. Comment est-ce qu'on peut être présent au Sénégal à partir de ce programme, qui bien sûr, dans ma fonction, m'évade pour aider et accompagner la vision 2029 d'éradiquer l'analphabétisme parce qu'il y a, on a entendu en tant que diplomate que les autorités actuelles, ils veulent éradiquer l'analphabétisme d'ici à 2029. C'est pour ça qu'il dit vision 2029, même si je sais qu'il y a une vision de 2050. Mais on peut être présent dans ça. On a été présent avant dans la formation de professionnels dans le domaine du sport, et domaine des langues aussi, mais pas beaucoup, pas comme j'aurais souhaité, mais ça va venir. Je pense qu'après plus de 50 ans de relations et que les gens commencent à ouvrir les yeux sur l'autre côté de l'Atlantique, même Équateur, on partage même les parallèles, la position géographique, et on partage des principes aussi. Et il y a une cohérence qui doit nous amener à rapprocher plus nos peuples. Et bien sûr, Cuba et le Sénégal seront plus proches dans différents secteurs. Défendre ces autonomies. Les gens doivent être autonomes. Et pour être autonome, tu dois savoir écrire et lire. Tu dois connaître tes droits
et tu connais tes droits si tu sais lire et écrire. Ça veut dire être éduqué, être bien élevé. Et ça, ce n'est pas seulement une responsabilité des gouvernements. C'est une grande responsabilité de famille. Et quand tu es éduqué et bien élevé, il y a, comme on appelle, une éducation civique derrière tout ça, et on doit respecter ça. Et tu peux devenir un citoyen du monde, c'est pas seulement parce que tu as pris beaucoup d'avions, c'est pas parce que tu as une vaste culture, tu es bien éduqué, et tu es aussi à la fois un ambassadeur de ton pays. Alors, on peut sauvegarder comme héritage peut-être pour la jeunesse. Il faut veiller à apprendre, à la lecture en permanence, à écrire, à échanger, à être réceptive, à savoir que l'avenir t'appartient, mais l'avenir t'appartient en étant un acteur de cet avenir, mais bien sûr de cet présent. Et veiller à la cohésion sociale. Veiller à la cohésion sociale et à l'unité, et bien sûr être un acteur fondamental dans la paix mondiale, dans ce contexte international que vous avez évoqué. Ah, partout, hein? Et même on appelle notre diplomatie, c'est mon rôle, diplomatie révolutionnaire. Et quand on a eu bien sûr la nouvelle de la disparition physique, parce que Fidel n'est pas morte, vous voyez, c'est la disparition physique, il n'est pas dans cette planète Terre, mais c'est la disparition physique parce que ceci de reste pour les Africains, pour nous-mêmes, et il y a la perpétuité. On a continué notre révolution, on a continué nos relations diplomatiques, même, on a continué toutes nos batailles dans tous les fronts, aux Nations Unies, et on veille pour la défense des droits internationaux et le respect, surtout pour un monde multipolaire. Et il faut chercher les discours récents de nos autorités, nos vice-ministres, nos ministres, et même notre président dans différents scénarios dans lesquels on défend fermement le respect des droits internationaux et pas l'imposition unilatérale des sanctions et de la volonté de qui que ce soit sur d'autres. Alors, la perpétuité, non? Vous avez dit comment on perpétue l'héritage de Fidel, c'est dans toutes nos actions. Au pays, parce que la volonté de rester ferme à la révolution, de ne pas sauter au chantage, aux pressions, de ne pas se soumettre à aucune pression, ça c'est un héritage de Fidel. Et bien avant, ça c'est un héritage de nos racines africaines. Parce que nous savons, des Africains, la résistance, notre révolution, notre mouvement de libération dans un sens très, très, très vaste, ça date des années 1800. Même avant, quand les colonisateurs sont arrivés en 1492, il y a eu une opposition ferme à que les colonisateurs arrivent et prennent nos terres et exterminent les populations autochtones. Alors, après, il y a eu l'arrivée des Africains à partir de ce passage historique très, très triste, très inhumain, que c'était comme on appelle la traversée ou la traite négrière, que je n'aime pas cette dénomination, mais nous portons dans notre ADN l'ADN africain. Et ça se montre dans notre résistance, notre esprit combattant. Et il y a beaucoup de personnalités afrodescendantes ou descendantes des Africains
qui sont partie de notre héritage historique culturel. Et Fidel a su mettre en valeur toute cette figure. Vous, la place des souvenirs, vous montrez la figure d'Antonio Maceo, que c'est un Africain, un descendant des Africains, mais il a été un brave combattant. Bon, souvenir personnel, j'ai pas eu la chance d'être en même place où Fidel a été pour faire ses visites. Mais j'ai eu la chance, et ça, je suis fière de ça, d'être en mission diplomatique au pays où Fidel a été présent, et notamment Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, Fidel a visité Guinée-Conakry à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas mal, 3 fois. Il y a des photos emblématiques aussi avec Ahmed Sékou Touré. Même Fidel habillé en boubou blanc. Et ça, vous pouvez le voir aussi, il me semble, le monument de la Renaissance africaine, et c'est partout en Internet. Et j'ai eu la chance de connaître des personnalités qui sont partagées ce moment. Quand tu es en Guinée-Conakry, les gens te parlent que Fidel donnait de longs discours à Cancan, à l'Abbé, même à Conakry. Alors, cette chance de connaître la présence de Fidel dans les terres où tu es partie de la continuité de cette révolution et de la diplomatie révolutionnaire, c'est une chance. Être en poste à Brazzaville, à la République du Congo, c'est une chance aussi parce que nous avons de très bonnes relations historiques avec la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, ami de Cuba, de Fidel Castro, de Raúl Castro, connaître les histoires contées par les acteurs vivants, être entouré de gens, comme je vous avais dit, et ils ont vécu à Cuba plus de 10 ans, ils ont grandi à Cuba. Alors, ça c'est être en contact direct avec l'héritage de Fidel en Afrique. Et je dois dire, Mashallah. Alors, je dis toujours que le mot culture, elle doit avoir un dictionnaire pour elle seule. Normalement, on dit culture, il y a différentes dénominations, mais je suis celles qui sont favorables à faire un dictionnaire pour le mot culture. La culture, c'est tout. Alors, les initiatives culturelles sont diverses. On ne peut pas les limiter aux 7e expressions culturelles. Les gens pensent à culture et facilement on dit la danse, la musique, les arts plastiques, les arts scéniques. Mais la culture, c'est tout. Vous êtes habillé, la façon dans laquelle vous marchez, la façon dans laquelle vous parlez, la façon que vous mangez, la nourriture, tout ça. Alors, initiatives culturelles, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Et je dois remercier le Sénégal pour être un des pays dans l'Afrique de l'Ouest qui tient à garder vivant la culture cubaine. Partout où tu vas, tu entends l'orchestre Aragon et l'autre orchestre. Même les gens, tu entends la Guantanamera, tu vois les gens avec les portraits de Che Guevara. Ce sont des initiatives. Nous, en tant qu'ambassade, nous avons un accord avec l'École nationale des arts et des métiers de la culture et un chronogramme très spécifique pour avoir des projets, pour faire des actions. Alors, ça c'est pour évoquer une action. Mais vous savez, nous sommes toujours en train de faire une exposition, de faire une activité, de prendre un orchestre sénégalais qui joue la musique cubaine et amener les gens pour danser. Vous voyez comment il y a une identification. Et ça, c'est la culture. Alors, montrer, promouvoir,
faire des voyages, bien sûr avec tous les requisites et les voyages en règle, d'accord? Ça peut unir et nourrir les échanges. Mais il y a des initiatives. L'Orchestre Aragon est venu à plusieurs reprises ici au Sénégal. Et ils sont les ambassadeurs de Cuba en Afrique, on le dit artistiquement. Cuba était présent dans différentes biennales à Dakar et même membre du jury. Nous avons aussi un buste de José Martí, le héros national de Cuba, au monument de la Renaissance africaine. Et on souhaiterait peut-être avoir un buste, pas un buste, mais une image de Fidel Castro à la place de souvenirs à partir de cette action qu'on vient de faire. Et pourquoi pas. Et je dis pas un buste, c'est pas parce que c'est pas un buste, c'est que Fidel, avant de mourir, il a laissé des documents et des choses écrites et il a souhaité, il a été bien clair, qu'il ne voulait pas que ni aucune rue, aucun bâtiment, rien porte son nom. Il ne voulait pas que rien porte son nom. Parce que le culte à la personnalité, il détestait ça. Il n'aimait pas ça. Alors, la meilleure façon de garder son héritage vivant, c'est dans les actions, dans les pensées, dans les actions journalières. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.